Alors j'ai titré ce talk la désinformation nuit-elle à la santé parce qu'on est sur fond de crise sanitaire et aussi de campagne mondiale de vaccination, mais aussi d'émeutes. Et les réseaux sociaux sont actuellement, aujourd'hui même, accusés aux États-Unis d'avoir participé à la diffusion de fausses informations dangereuses pour la santé et l'ordre public. Alors les patrons donc, de Facebook, Twitter et Google sont convoqués par une commission parlementaire américaine pour une audition sur cette désinformation qu'on a visiblement du mal à endiguer sur ces plateformes. On en parle avec Benoît Raphaël, fondateur de Flint, journaliste et entrepreneur, expert en innovation, médias et information. Flint, en quelques mots, je dirais c'est une méthode, des ressources et une technologie fondée sur l'intelligence artificielle et collective qui renouvelle le rapport du public à l'information. Et nous avons Aude Favre en visio, qui est journaliste également, créatrice de la chaîne YouTube What the Fake, qui lutte contre la désinformation. Et peut-être aurons-nous Maître Doutrillo, on essaye de se connecter avec elle, avocate cofondatrice du cabinet Juris Défense, maître de la chaire Cyberdéfense et Cybersécurité des écoles de Saint-Cyr. Alors on va commencer ensemble, Benoît. Ce problème de la désinformation, il est où? Parce que bon, on voit qu'on a des armées de modérateurs qui sont en place, et donc on a l'impression que ces plateformes font en sorte de réguler ce qui passe sur les réseaux sociaux, et pourtant ça ne fonctionne pas. Pourtant on voit ces désinformations se multiplier, même prendre de l'ampleur. Alors pourquoi? Quelle est votre explication là-dessus? Est-ce que c'est un problème d'engagement nécessaire sur ces plateformes qui crée un vice? Le vrai problème, en fait, c'est la machine qui a été créée par les réseaux sociaux, essentiellement Facebook, parce que c'est celle qui fonctionne avec des algorithmes de recommandation. Ce sont ces algorithmes qui vont vous dire, si vous cliquez sur cette info-là, on va vous en proposer d'autres, et puis vous ressemblez à telle personne, etc. Et ce qui est un peu moins le cas sur Twitter, par exemple. Le problème, c'est qu'en fait, ces algorithmes, on a intégré maintenant ce qu'on appelle du machine learning, donc de l'intelligence artificielle, et donc ils apprennent tout seuls. Et on les a intégrés au moment où on a fait rentrer la pub. On trouvait que c'était beaucoup plus cool que la publicité, effectivement, utilise le machine learning pour que la publicité soit de plus en plus personnalisée. Et donc, petit à petit, on nous amenait, si vous aimez bien c'est des problèmes de cheveux, du coup, petit à petit, on vous amène du shampoing et des lotions capillaires, etc. Et plus cool et plus efficace. Voilà, comme ça marchait super bien, Ouais. ils se sont dit, ça crée beaucoup d'engagement dans les pubs, ils se sont dit, on va faire pareil pour l'info. Et là, c'est là que ça a été un peu la cata, parce qu'autant la pub, vous la contrôlez à peu près, sauf quand c'est une pub de fausse information, comme on peut le voir aux États-Unis. Mais là, pour le coup, les algorithmes, à qui on demande simplement d'avoir le plus d'engagement possible, c'est-à-dire qu'on veut que les utilisateurs cliquent de plus en plus sur des contenus, soient de plus en plus engagés, restent de plus en plus longtemps pour avoir de plus en plus de publicité. En fait, les algorithmes, petit à petit, ont calculé mathématiquement que les contenus les plus extrémistes, les contenus les plus racistes, les contenus les plus faux, en fait, c'était ceux qui créaient le plus d'engagement. Donc, naturellement, non seulement ils ont amené plus de contenu extrémiste en fait aux utilisateurs, mais ils ont surtout, et c'est ça qui est plus inquiétant, on va dire, quelque part, et qu'il faut observer, ils ont amené des contenus extrémistes à des gens qui ne l'étaient pas, et de plus en plus. Et notamment, il y a plus de 60%... C'est ça, c'est parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfermement dans des bulles informationnelles qui laissent à penser que quand on a une tendance complotiste, eh bien, on va être conforté dans ces théories du complot. Mais là où vous dites qu'il y a un nouveau problème qui arrive, c'est que des personnes qui n'étaient pas du tout dans ces mouvances complotistes commencent à y être amenées, en fait, commencent à intégrer ces groupes. Oui, c'est ce qu'explique un petit peu Tristan Mendès-France de Conspiracy Watch, en expliquant qu'en fait, les théories complotistes, par exemple, si on peut vraiment les appeler comme ça, en tout cas, on va dire une approche très extrême de l'information, extrêmement défiante, par exemple, et donc très perméable aux fausses informations, étaient souvent des groupes très minoritaires, en fait. Et que, effectivement, les réseaux sociaux leur ont permis d'avoir une audience beaucoup plus large et de devenir un tout petit peu plus massif aujourd'hui. Et ça, on l'explique assez bien. Alors, il y a une enquête qui a été faite par le MIT, donc, l'Institut technologique célèbre à Boston, qui a donc auprès des ingénieurs de Facebook et qui montre qu'effectivement les robots avaient tendance, les algorithmes avaient tendance en fait à faire s'inscrire, à proposer des groupes privés Facebook extrémistes à des gens qui ne l'étaient pas en fait. Et petit à petit, de plus en plus. Et la plupart des gens il y a plus de 60% des gens qui sont dans ces groupes extrémistes l'ont été par la recommandation des algorithmes. Donc petit à petit, les algorithmes ont modifié pas de façon pernicieuse, parce qu'encore une fois, les robots sont très cons. Enfin, je rappelle toujours cette grande vérité de l'intelligence artificielle. Ils veulent simplement avoir de l'engagement, donc mathématiquement, en fait, ils vont proposer des groupes. Donc le groupe est beaucoup plus enfermant, parce que là, on va se retrouver. Il est très mis en avant en fait sur Facebook, donc les contenus qui sont dans les groupes privés. Et donc, effectivement, petit à petit, ce comportement en fait est provoqué
Des gens qui étaient minoritaires extrêmes se voient rejoints par des gens qui n'étaient pas extrémistes parce qu'ils ont été petit à petit alimentés en contenu extrémiste par les algorithmes. Oui, ils appellent ça la polarisation. En fait, on devient de plus en plus extrême au fil du temps. Et ce chiffre que vous avez rappelé, 64% des adhésions à des groupes sont dues à leurs outils de recommandation. C'est assez effrayant. On va donner la parole à Aude Fabre. Bonjour Aude. Bonjour. Alors, donc vous êtes engagée, je dirais, au quotidien dans ce combat contre les fake news. Vous en voyez les dégâts, c'est ça qui vous a motivé dans votre combat ? Alors, première chose, je suis justement actuellement dans un collège, voilà, au Plessis-Trévise, donc c'est la semaine de la presse, donc effectivement, voilà, je suis engagée à travers ma chaîne YouTube, comme vous l'avez dit, mais aussi à travers l'association Fake Off, que je préside et qui compte plusieurs dizaines de journalistes qui interviennent dans les collèges, dans les lycées. Vous me parliez des dégâts de la désinformation, c'est ça ? Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte, qui n'est pas assez mesuré. C'est-à-dire que chez les jeunes, mais chez plein de gens, je veux dire, on ne se rend pas compte souvent qu'en bout de chaîne, il y a des gens qui trinquent, il y a des vies qui sont parfois très sincèrement brisées par la désinformation, par ces effets de meute en fait qui se déroulent aussi, qui sont propulsés aussi, comme disait Benoît, par les algorithmes, en fait, dès qu'il y a un clash, dès qu'il y a quelque chose de fort, etc. Et c'est ce qu'on rappelle aussi, nous, à Fake Off régulièrement, c'est les victimes de la désinformation qui sont vraiment extrêmement nombreuses et personne n'est à l'abri. Et c'est ça aussi qui est assez terrible quoi, dans la société actuellement. Alors, vous diriez que c'est la faute aux plateformes ou pas ? Parce que finalement, on peut aussi constater que ces plateformes travaillent avec les médias. Alors, je ne sais pas si vous avez des collaborations avec elles, mais il y a des programmes de vérification qui sont mis en place. Oui, il y en a. Après, moi, tous les jours, sur n'importe quelle plateforme, je trouve des choses, enfin, je tombe de haut. Donc, je me demande quelle en est l'efficacité réelle, même si je sais qu'il y a eu voilà, un peu de ménage de fait sur YouTube dernièrement, notamment avec la crise Covid, etc. Enfin, pour parler par exemple de YouTube, moi, je ne suis pas contre. On m'a déjà fait la remarque. Oui, mais du coup, tu voudrais supprimer des contenus juste parce que ils racontent potentiellement n'importe quoi, etc. Non, moi, je veux pas spécialement les supprimer. Je veux dire la liberté d'expression, etc. J'ai pas de souci. Mais c'est effectivement ce problème de recommandation qui est un vrai souci. Là, je vais tout à l'heure parler à des collégiens, quasiment tout le temps. Je suis encore sûre, qui vont me parler. Je leur demande toujours ce qu'ils ont vu sur YouTube dernièrement. C'est des choses qu'ils ne sont pas allés chercher et qui sont des contenus problématiques qui leur sont arrivés en fait. Donc tant que ce système-là existe, on peut lutter, etc. Et c'est ce que je fais, et je suis pas du tout la seule, et c'est ce que Benoît fait aussi, et voilà. Mais c'est quand même effectivement le fond du problème, je trouve, quoi. Hein. Alors, on va donner la parole à Cécile Doutrieux de Juris Défense. C'est problématique, et ça, YouTube est tout à fait en capacité de le faire, sauf que ça rapporte moins d'argent, forcément. Pardon, Aude, je vous ai coupé. Je voulais donner la parole à Cécile Doutrieux de Juris Défense qui est connectée avec nous apparemment. Bonjour, maître Doutrieux. Est-ce qu'on peut dire que l'information ou la mauvaise information, la fausse information est punissable ? Alors, la question en fait se pose que la façon dont vous parlez de désinformation, pour nous juristes, en réalité, il n'y a qu'une loi en fait contre la manipulation de l'information qui date du 22 décembre 2018 et qui concerne essentiellement les élections, les campagnes électorales. Cette loi de 2018, pour replacer le contexte, on viendra aux plateformes évidemment, a été décidée suite aux campagnes de désinformation passive qui avaient eu lieu tout simplement lors des élections américaines de 2016, l'élection de Donald Trump, et l'élection française de 2017 avec le président actuel Emmanuel Macron. Et effectivement, on a constaté à cette occasion des campagnes massives de désinformation sur les réseaux sociaux et on a décidé d'encadrer en fait cette lutte contre la désinformation qui en réalité a toujours existé. C'est pas un phénomène nouveau, c'est des informations massives. Et donc on a créé en fait un peu dans l'urgence un article du code électoral pour que dans les 3 mois qui précèdent en fait une élection, il soit possible pour lutter contre ces fausses informations de saisir en urgence devant le juge des référés pour pouvoir effectivement mettre un dispositif de signalement
lutter contre, demander la transparence des algorithmes qui sont utilisés par Facebook, Twitter, YouTube, etc. Je fais d'ailleurs une parenthèse. Hier, le président Emmanuel Macron disait justement qu'il redoutait que lors des prochaines élections, il y ait une campagne de désinformation venant de la Turquie. Il y a des tensions au niveau géopolitique à ce moment-là. Donc nous, du point de vue purement juridique, il y a une loi pour lutter contre la désinformation, mais c'est une loi qui est réservée en fait à la politique, au monde politique qui nous représente nous en tant que citoyens. Mais c'est vrai qu'après, on a une qualité de son qui est vraiment très très médiocre. C'est un peu difficile de vous suivre, j'en suis désolée. Je voulais faire réagir Benoît Raphaël sur cette question des algorithmes. On demande la transparence des algorithmes. Est-ce que c'est seulement possible aujourd'hui d'avoir une transparence sur les algorithmes d'un Facebook, par exemple ? C'est méga compliqué. Tout à l'heure, c'était intéressant parce que ce qui était expliqué, c'est est-ce qu'on a le droit ou pas de donner une fausse information. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fausse information ? Alors, effectivement, il y a la diffamation, etc., qui font partie de la loi, mais c'est difficile d'interdire en fait quelque chose qui est faux. C'est pas parce que c'est faux en fait que ça doit être interdit. Et donc, je trouve que c'est un débat qu'on devrait encore prolonger, parce que je pense qu'il y a aussi la question de la manipulation. Il y avait des discussions il y a quelques années sur les sectes, par exemple les phénomènes sectaires, qui pouvaient on parlait de manipulation mentale. Comment est-ce qu'on peut arriver à le voir ? Moi, je pense que le débat il doit continuer en tout cas à se développer dans la société, parce que c'est un problème qu'il faut prendre par tous les bouts. Demander la transparence des algorithmes, ça, c'est peut-être un petit peu dit facilement, parce que les algorithmes sont-ils transparents ? Enfin, pour moi qui travaille là-dedans, d'abord il y a des boîtes noires, et c'est assez compliqué de comprendre. Par contre, il y a des modèles algorithmiques qui vont effectivement, le modèle par exemple qui va susciter le plus d'engagement, c'est un modèle algorithmique. Après, on peut en essayer d'autres qui vont agir ensemble. Moi, je pense que surtout, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas laisser en fait une entreprise privée avoir un tel impact sur la démocratie, voire sur la santé des gens, être capable de déstabiliser une société. Une société, elle doit tout de même être souveraine. Ce phénomène-là est arrivé très rapidement, donc il y a besoin maintenant, quand je dis régulation, je ne sais pas quelle régulation, mais en tout cas qu'il y ait un débat sociétal là-dessus sur la place et le rôle de ces nouveaux acteurs qui sont quand même arrivés très très vite. Et la loi, elle agit toujours comme ça, c'est-à-dire que sauf que là en ce moment, on a juste des phénomènes qui arrivent beaucoup plus vite qu'avant, et la loi est un peu plus lente à arriver parce que ça demande un débat, c'est assez complexe. Donc je pense qu'il y a clairement, et c'est peut-être là au niveau européen notamment que ça peut aussi se faire, puisque l'Europe peut avoir comme une place et un poids sur le marché européen et le marché publicitaire notamment. Je pense qu'il faut qu'il y ait un débat en tout cas, et qu'on commence à discuter. Maintenant, on voit qu'il est ouvert aux États-Unis, donc oui. On avance. Je voulais aussi faire réagir Aude Favre. Est-ce que, selon vous, la modération est une solution appropriée ? Parce qu'on voit combien de modérateurs chez Facebook ? Plus de 35 000 personnes, on nous dit, chargées de modérer les échanges pour lutter contre les abus. On a vu aussi, là, il y a une fuite d'un document très intéressant sur les règles secrètes de modération de Facebook. C'est The Guardian qui en parle. On voit que c'est quand même assez compliqué de s'y retrouver, qu'il y a des choses qui semblent même parfois incohérentes. Quelle est votre position là-dessus sur la modération, Aude ? Moi, je suis pas spécialiste principale, enfin vraiment de cela, et j'ai vu passer effectivement l'article du Guardian que je n'ai pas encore lu, mais simplement tout ce que je sais, c'est que voilà, moi j'ai monté une rédaction citoyenne anti-fake news. On se retrouve sur Discord, voilà, on est bientôt 1500, et j'ai très régulièrement des gens qui me disent mais j'ai signalé. Ah oui, ça c'est gentil, ça c'est ma chaîne YouTube. What the fake, voilà, j'ai fait une vidéo sur des actions concrètes pour lutter contre l'intox, parce qu'on peut aussi agir, voilà, malgré tout ce système. Et tout ce que je sais, c'est qu'en fait, au sein de cette rédaction, on s'interroge tout le temps sur un certain nombre de signalements qui ont été faits de vidéos ou de posts Facebook vraiment hyper problématiques, etc. Et rien n'est fait derrière. Donc, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, de l'expérience montre. Je crois qu'il y a 2 ans, j'avais fait une autre vidéo. Puisqu'on voit votre vidéo, Aude, et que vous allez partir, je voulais vous demander justement de nous résumer les actions concrètes qu'on peut avoir, tout à chacun, pour lutter contre cette désinformation.
En fait, c'est très simple, c'est-à-dire, enfin, j'ai fait effectivement une petite synthèse dans cette vidéo que j'ai sortie hier. C'était respire, typiquement, c'est-à-dire il faut arrêter de se faire embrigader, on va dire, par ce qu'on appelle le putaclic, c'est-à-dire voilà, des infos hyper alléchantes, complètement dingues. Il y a beaucoup de chances pour que ce soit très souvent de la désinformation, surtout sur YouTube avec des vignettes hallucinantes, etc. Il y a le fait d'être exigeant, en fait, sur la qualité. Je pense que les gens ne se rendent pas assez compte à quel point on se bat sur le web pour avoir leur clic, leur partage. C'est quelque chose, c'est le nouveau pétrole, quoi, vraiment, l'engagement dont parlait Benoît Raphaël. Et donc, il faut se mettre en position voilà, il faut que ça se mérite, en fait. Il faut que ça se mérite, et donc il faut être exigeant sur le contenu, tout comme, je sais pas, voilà, on récompenserait quelqu'un qui a bien travaillé, etc. Et malheureusement, la prime n'est pas toujours, les likes et les partages ne vont pas vraiment toujours sur les contenus de qualité. Donc être exigeant, ça veut dire voilà, exiger un minimum qu'il y ait des sources, qu'il y ait des droits de réponse, qu'il y ait de la contextualisation, enfin tout ce qui fait qu'une information est a priori de qualité. Il faut vraiment être exigeant, et puis aussi parmi les, je vais pas tout vous dire, je vais vous laisser regarder la vidéo si vous voulez, mais je pense que les gens aussi devraient vraiment, enfin tout le monde a le pouvoir aujourd'hui, tout le monde est quelque part un média, tout le monde a le pouvoir de faire de son compte personnel un espèce de booster de contenu de qualité. Et il y a plein de gens qui font vraiment de la qualité, qui font des enquêtes hyper intéressantes ou qui aiguisent l'esprit critique, et leurs vidéos ne sont pas assez virales. Et je parle pas spécialement de moi, il y a beaucoup de gens dans la communauté sceptique, critique, beaucoup de journalistes, beaucoup d'enquêtes qui ne sont pas beaucoup vues. L'enquête en journalisme, c'est pas très vu. C'est pas très, voilà, c'est pour ça que souvent on a des super enquêtes qui sont diffusées sur des grandes chaînes à minuit, quoi. Je schématise un peu, mais il faut vraiment se rendre compte qu'on a ce pouvoir-là de mettre en avant des contenus de qualité. Voilà, je trouve que c'est très, globalement, si je dois résumer, c'est les trois choses que je dirais, mais il y en a 5 exactement dans la vidéo. Voilà, mais il faut se rendre compte de ce pouvoir-là qu'on a tous d'agir, en fait, finalement, et ça, c'est une bonne nouvelle, quoi. Merci beaucoup, Aude-Fave. Je vais vous laisser partir rejoindre donc les élèves pour les sensibiliser sur cette question. Mais c'est bien, merci. Continuez. Je reviens avec Benoît. On a parlé donc de ces bulles. On a parlé aussi du fait qu'on peut amener une personne raisonnable à adopter des thèses plus extrémistes au fil du temps par des recommandations algorithmiques. Est-ce qu'on est capable de mesurer quelle est l'influence au final de ces algorithmes ? L'influence sur la vie réelle, vous voulez dire, c'est assez compliqué, parce que c'est pour ça qu'il faut aussi être prudent, parce que on a bon dos d'accuser Internet en permanence, d'accuser les algorithmes ou d'accuser les cons en général, et le con c'est toujours l'autre. Il y a beaucoup de cynisme quelque part dedans. Là-dedans, je pense qu'il faut bien analyser les problèmes. Alors sur les élections américaines, par exemple, c'est pas complètement prouvé. Enfin, l'influence en fait des algorithmes sur l'élection directe de Donald Trump, la plupart des études sont pas très claires là-dessus. Pourtant, été un déclencheur dans l'opinion publique. C'était un déclencheur parce qu'il y a eu beaucoup de fake news, parce que Donald Trump a surpris tout le monde, on ne l'a pas vu arriver. Maintenant, il faut aussi comprendre ce qui s'est passé sur le terrain. Et on dit souvent que les élections américaines se passent sur Internet, elles se passent beaucoup dans les télés locales, et elles se passent beaucoup sur le terrain. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une étude aujourd'hui pour comprendre pourquoi Biden a gagné. Parce qu'on s'est affolé sur Trump, on a beaucoup analysé ça. Maintenant, il faudrait aussi analyser pourquoi Biden a gagné, parce que d'abord, c'est plutôt une nouvelle intéressante. Et les informations qu'on glane maintenant aujourd'hui montrent qu'ils sont allés beaucoup sur le terrain pour pousser les gens à voter. Et c'était justement le fait de pousser les gens à voter qui a fait la différence. Et toutes les campagnes qui s'appuient sur Internet n'est qu'un déclencheur, et ensuite ça se passe sur le terrain. Mais comme le printemps arabe... Là, par exemple, sur la santé, sur les campagnes de vaccination, les anti-vaccins, est-ce qu'ils ont une réelle influence ? Alors, l'influence est difficile à mesurer. Par contre, on a vu effectivement qu'il y a des gens qui sont morts quand même pour avoir suivi des faux conseils sur des fausses informations. Je veux dire, quelque part aussi, dans la vraie vie aussi, il y a aussi des charlatans. Simplement là, c'est diffusé de façon un peu plus massive. Donc c'est ce problème, en fait, encore une fois, on parlait de modération tout à l'heure. Le problème, c'est le biais dans les algorithmes, en fait, qui fait que ces informations-là sont plus recommandées, et qu'on va aussi modifier le comportement de gens qui n'avaient rien demandé, en fait, à la base. Là où l'impact qui a vraiment été mesuré, c'est
c'est celui sur les meurtres commis contre les Rohingyas en Birmanie, puisque là, il y a une enquête de l'ONU, ils sont allés sur le terrain, et il y a au moins un meurtre qui est directement lié à un post Facebook. Alors, globalement, c'est beaucoup plus massif, mais en tout cas, le lien direct a été reconnu par l'ONU, et surtout, Facebook a reconnu qu'en fait, ils n'avaient pas fait assez, et qu'ils avaient quand même, non pas une responsabilité directe, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais qu'en tout cas, il fallait peut-être qu'ils fassent quelque chose. On va essayer de redonner la parole à Maître Doutrillo. Sur cette question de la responsabilité des plateformes, est-ce que la bonne foi peut suffire? Parce qu'aujourd'hui, elles ne montrent pas de blanche, finalement. Elles s'expliquent sur leurs actions, alors peut-être un peu tardivement, mais en tout cas, elles font des déclarations, elles expliquent qu'elles n'ont aucun intérêt même à favoriser cette désinformation, alors si ce n'est ce biais de l'engagement et notamment de l'engagement publicitaire, mais quel est le niveau de responsabilité pour vous de la plateforme? On disait, est-ce que l'information est punissable? Mais sinon, on punit qui? Le diffuseur, la plateforme, le premier à avoir fait parler de lui sur une fausse information? On punit qui? Alors en fait, en premier lieu, on punit l'auteur. L'auteur du contenu, tout simplement. Ensuite, on va chercher, s'il n'est pas possible d'identifier l'auteur, on va choisir effectivement de remonter à la plateforme ou à l'hébergeur. La grosse difficulté, c'est qu'effectivement, par rapport au nombre de contenus qui sont postés sur toutes les différentes plateformes, que ce soit Twitter, YouTube, Facebook ou autres, il est littéralement impossible de mettre en place des modérations uniquement, exclusivement humaines. Raison pour laquelle on fait de plus en plus appel à l'intelligence artificielle, à des algorithmes avec des mots-clés pour pouvoir éliminer certains contenus. La difficulté, c'est toute la question de la censure, et je pense que les journalistes, ils sont, comme les avocats et autres, particulièrement sensibles. Le problème est cette fameuse zone grise de savoir à partir de quand c'est de la désinformation et est-ce que c'en est véritablement. Quand je vous parlais tout à l'heure de cette loi sur la désinformation de 2018, qui a été réservée donc au domaine politique, suite aux campagnes électorales dont on a parlé justement de Donald Trump de 2016 et du président Emmanuel Macron de 2017, en fait, on s'est rendu compte par rapport à tout ça que dans la réalité du terrain, il était très difficile de faire appliquer cette loi parce qu'on a mis des conditions en fait tellement restrictives avec un dispositif de signalement qui est classique. Toutes les plateformes ont des dispositifs de signalement. Mais on parlait de transparence des algorithmes. On exige de ces plateformes une espèce de transparence des algorithmes. La difficulté pour réagir par rapport à ce que disait Benoît, c'est que les plateformes elles-mêmes se protègent leurs algorithmes en disant que ça relève du secret des affaires. Et que c'est aussi leur manne financière, la mise en place de cette technologie très avancée. Donc elles n'ont absolument aucune envie d'être véritablement transparentes à 100% à ce niveau-là. Après, au niveau des responsabilités, donc on cherche depuis des années, ça fait plus de 20 ans qu'on cherche à mettre en cause la responsabilité de ces plateformes. La France a choisi, et l'Europe avec un Digital Act, donc là qui commence à être mis en élaboration. L'idée, c'est en fait davantage de prôner la coopération avec ces plateformes, parce qu'on se rend compte que beaucoup plus que le problème juridique, en réalité, c'est avant tout un problème technique. C'est-à-dire que lorsque vous supprimez un contenu, il est immédiatement, de toute façon, il a été copié et il est immédiatement repliqué, démultiplié, partagé massivement sur d'autres plateformes. C'est ce qu'on appelle aussi des sites miroirs. Et que la difficulté, c'est qu'au niveau des responsabilités, vous pouvez bloquer un site Internet. Maître Doutrillo, je suis désolée, on arrive à la fin du temps imparti pour ce débat. Vous nous avez parlé des implications juridiques. On reviendra sur ce sujet la semaine prochaine, notamment. Je voudrais qu'on aborde cette question de la censure. Est-ce que c'est de la censure aussi de retirer certaines informations sur ces plateformes? Et donc, on vous recontactera à ce sujet également, Benoît Raphaël. Ce serait intéressant qu'on avance sur comment imposer des modèles de recommandation plus vertueux demain. Merci à tous pour votre participation. Donc, Maître Doutrillo, avocate, cofondatrice du cabinet Juris Défense, à Aude Favre, journaliste créatrice de la chaîne YouTube What the Fake, et à Benoît Raphaël, fondateur de Flint. Juste après la pause, autre sujet polémique, les mesures d'ondes que diffusent nos smartphones.